à regarder après minuit. Salutations, mon cher panda. Moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne qui vient d'atteindre les 200 000 abonnés. Alors au moment où je filme en tout cas, on vient de dépasser les 200 000 abonnés. 200 000, c'est incroyable. Que dire enfin, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. Merci, ça paraît tellement absurde face à 200 000 personnes. C'est énorme. 200 000, elles ont cliqué subscribe. Enfin, je m'abonne. Merci. Et ouais, trêve de blablaterie, on y va. L'affaire de ce soir nous emmène en Australie, à Sydney, dans le quartier central des affaires, là où les gratte-ciel dominent l'horizon. Nous sommes le matin du 31 juillet 2011, c'est l'heure de pointe dans la métropole. La zone urbaine est en pleine effervescence, bondée de véhicules impatients et de bus qui klaxonnent, bip bip. S'entrecroisent à la hâte une foule d'individus qui s'empressent de se rendre à leur destination respective, et au milieu de cette agitation, des cris sont entendus. Au pied d'un immeuble résidentiel huppé, sur Liverpool Street, plusieurs témoins affluent, sous leurs yeux une scène effroyable, et qu'ont-ils vu? Exactement, que s'est-il passé? Débute ainsi la tragique et mystérieuse histoire d'une jeune femme pleine de vie, pleine d'espoir, une jeune femme qui a quitté son Canada natal pour l'Australie en quête de nouveaux horizons. Ce qui devait être le début d'une nouvelle vie faite d'aventures, d'expériences uniques, de découvertes de soi, va être chamboulé par une rencontre. L'affaire de ce soir intrigue par les circonstances particulières du drame et elle pointe du doigt un problème de société. Avant d'aller plus loin, on se rend d'abord à Toronto puisque c'est là que tout commence. Lisa Cecilia Arnum naît le 12 juin 1981 à Scarborough, dans la municipalité de Toronto, au Canada. Sa mère Joanne l'élève seule, Lisa ne connaît pas son père, ce qui ne l'empêchera pas de grandir entourée de l'amour et de la tendresse de sa mère et de son jeune frère Jason. Enfant, Lisa, elle est pleine d'énergie, elle est sociable, des traits de personnalité qui l'amènent dès son plus jeune âge à pratiquer différentes activités artistiques et sportives, football, karaté, jazz, claquettes, danse classique. Lisa se passionne et excelle dans cette dernière discipline qui demande de la rigueur, de la maîtrise et une très bonne condition physique. Son amour pour le ballet est forgé et encouragé au studio de danse Sandra Amadeo. Dans sa ville natale donc, sa professeure Sandra Amadeo dit de Lisa qu'elle est très talentueuse et travailleuse, elle a certainement le potentiel d'aller très loin. Déterminée, Lisa souhaite devenir une ballerine professionnelle et pour atteindre ses rêves, elle s'entraîne quotidiennement, elle est passionnée, persévérante, perfectionniste. À l'adolescence, Lisa est bien plus mature que les autres camarades de son âge, elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle respecte une hygiène de vie sans excès. L'adolescente participe à de nombreux spectacles, des représentations en groupe et également des récitals en solo. À force de répétition et de travail, Lisa remporte de nombreux concours au Canada et aux États-Unis. Pour être toujours au top, elle s'inflige une autodiscipline de fer et malheureusement, ça va pousser son corps et son esprit à bout. Lisa suit un régime alimentaire très restrictif, s'ensuit une perte de poids excessive, et comme beaucoup de jeunes femmes dans son milieu artistique, son poids et sa silhouette deviennent une obsession. Sa mère est attentive aux changements physiques et aux comportements changeants de sa fille, elle l'emmène donc chez un spécialiste. Lisa est diagnostiquée, elle souffre d'un TCA, un trouble du comportement alimentaire, et je crois que je n'ai pas le droit de le nommer, mais en gros elle se prive de manger. Commence pour elle de longues années de combat pour surmonter cette maladie, et ce qui va l'aider à s'en sortir, c'est de donner de son temps et de son aide auprès de certaines associations à ceux qui souffrent comme elle. Lisa devient une belle jeune femme, empathique, elle a le cœur sur la main, elle aime prendre soin des autres, elle aime aussi les animaux, elle aime prendre soin des animaux. À l'âge de 23 ans, sa carrière de ballerine terminée, Lisa prend la décision de changer de vie, de prendre un nouveau départ. Très proche de sa famille, elle est soutenue dans sa décision par Joanne, sa mère, et Jason, son frère. Lisa s'envole donc pour Sydney, en Australie, avec un visa de travail de 12 mois.
Et laissez un commentaire si t'es une personne qui a fait ça dans sa vie. Je connais pas mal de monde qui a fait ça. Apparemment, c'est un visa qui s'obtient assez facilement. Je suis pas sûre. Donc Lisa s'envole, visa de travail en poche pour une durée de 12 mois, et durant son séjour, elle reste en contact avec sa famille, et c'est très régulièrement qu'ils s'envoient des messages, qu'ils échangent au téléphone malgré le décalage horaire. Sa mère, Joanne, lui rendra même visite pendant son séjour. Confiante, rayonnante, après plusieurs mois sur place, Lisa en est sûre, le pari fou d'avoir tout plaqué pour commencer une nouvelle vie a été le bon. La jeune femme se sent comme chez elle en Australie, elle a un véritable coup de cœur pour la ville de Sydney, et elle s'y sent tellement bien qu'elle souhaite y vivre, et pour ça elle entame des démarches pour demander la nationalité australienne. À côté de son activité de modèle où Lisa pose pour des shootings photos, elle commence une formation pour être coiffeuse et rapidement elle va travailler dans un salon, le Australian Hair and Beauty. La jeune femme est douée, elle est très agréable, elle est appréciée des clients, elle est appréciée de ses collègues. Depuis 2019, Lisa est à la recherche d'un nouvel appartement à louer. Un ami à elle va lui présenter la personne qui sera son futur colocataire, Simon Gitani. Simon est un homme d'affaires qui a créé un certain nombre de sociétés avec plus ou moins du succès, et au moment de sa rencontre avec Lisa, il a un business très prospère dans l'importation et la revente de chaussures pour femmes sur un site internet qui est appelé Shoe Candy. Cet homme a 10 ans de plus que Lisa, il est très charismatique, son apparence est toujours soignée, il aime les belles choses et il aime le montrer. Il porte toujours des costumes de grande marque, des montres de luxe, il se balade avec une voiture de sport. Il semble avoir tout pour lui, un homme ambitieux, drôle, de bonne compagnie. Lisa s'installe donc dans l'appartement luxueux de Simon, c'est l'appartement numéro 1503, situé au 15e étage d'un immeuble nommé The Hyde. L'immeuble s'appelle The Hyde parce qu'il est en face d'un parc du même nom, le Hyde Park. On est dans le centre-ville de Sydney et à titre informatif, la location de cet appartement en particulier, elle est de $1000 par semaine. Par semaine, j'ai pas dit par mois, par semaine. Ça fait 4000 le mois. Parfois, je sais compter. Au début de leur colocation, entre Lisa et Simon, il n'y a aucune ambiguïté. Lisa, elle pense même que Simon est gay. Elle confie à sa mère que Simon et elle s'entendent bien, ils passent de très bons moments. Et la relation entre Lisa et Simon, elle va passer de simple colocataire / ami à amant, amoureux. Et ça en l'espace de 2 mois. Lisa se laisse charmer par cet homme, qui au final n'est pas homo, et ce qui ne devait être qu'une colocation temporaire se transforme en relation amoureuse. Simon est un homme attentionné, généreux, il est super gentil, bon, voilà. En tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître au début de leur relation. Son vrai visage ne tarde pas à se révéler au grand jour. La relation idyllique bascule et devient un véritable cauchemar. Et il est important de comprendre que l'emprise que va avoir Simon sur Lisa, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Les événements qui suivent se déroulent sur une période de 2 ans et demi. Ça va commencer par des petites remarques, l'air de rien, des moqueries qui sont dissimulées sur le ton de l'humour. Simon s'attaque à la façon de s'habiller de Lisa, c'est toujours trop court, trop décolleté, trop révélateur, ou encore c'est vulgaire à ses yeux. Il va carrément relooker Lisa, il lui impose un tout nouveau style vestimentaire qu'il estime être correct. Il va même obliger la jeune femme à jeter tous ses vêtements pour les nouveaux que lui seul choisit. Et Simon ne s'arrête pas là, chaque matin, c'est lui qui valide la tenue du jour avant que Lisa quitte l'appartement, avant qu'elle sorte de l'appartement. Il l'humilie, il la rabaisse, il lui reproche son comportement enjoué et enthousiaste en public. Il ne veut pas qu'elle se fasse remarquer, il la veut discrète, effacée. Mais sinon, je peux respirer ou... Sous la pression constante de Simon, la jeune femme s'éteint petit à petit. Les périodes où il la critique et la dévalorise, elles sont contrebalancées par des périodes de compliments excessifs, des flatteries, de la flatterie, c'est à n'y rien comprendre. Ce cercle vicieux a clairement pour but de manipuler Lisa et lui faire croire que les bons moments valent la peine de rester. Pour te donner un exemple, un jour, Lisa est invitée au mariage d'un proche au Canada, et comme Simon a un empêchement à cette même date, il insiste pour que sa chérie ne s'y rende pas, sous prétexte que lui ne peut pas y aller. Si j'y vais pas, tu restes ici. Oui, c'est ton ami à toi, mais je m'en fous. En fait, Simon, il n'aime pas la façon de se tenir et de se comporter de Lisa pendant une fête ou pendant tout autre événement qui est
qui est un peu trop joyeux au goût de Simon, et d'ailleurs il va en profiter pour mettre en place une règle. Il interdit dorénavant à Lisa de se rendre à des fêtes. Pour éviter le conflit, et surtout parce que sa famille lui manque, Lisa décide de ne pas se rendre au mariage, mais elle va quand même au Canada pour rendre visite à sa famille. Avant son départ, Simon lui offre un tout nouveau téléphone portable, un iPhone, et lui précise bien de ne jamais s'en séparer. Tu l'auras peut-être compris, Simon a installé un logiciel espion dans ce magnifique cadeau. Ça va lui permettre non seulement de géolocaliser tous les déplacements de sa chérie, mais aussi de consulter. Je fais une pause parce que je le relis et je le crois pas. Ce logiciel lui permet aussi de consulter les messages et les appels de Lisa. Il a également accès à sa boîte mail, pourquoi pas tant qu'à faire. Il a aussi accès à d'autres applications. En vrai, la question que je me pose, c'est à quoi il n'a pas accès. Une véritable surveillance à distance et en temps réel, à se demander s'il n'était pas détective dans une vie antérieure. À son insu, Lisa est pistée, géolocalisée, ses moindres faits et gestes surveillés, ses communications privées espionnées. De retour en Australie, l'emprise de Simon va passer un cran au-dessus. Il appelle Lisa 1 milliard de fois par jour, on est à la limite du harcèlement. Si elle a le malheur de ne pas répondre, il appelle jusqu'à ce qu'elle décroche. Clairement du harcèlement. Les types de messages que Simon envoie tout au long de la journée à Lisa, c'est le style je te laisse décider. Pourquoi t'es maquillée aujourd'hui? T'as pas besoin. Aujourd'hui, s'il te plaît, ne laisse aucun mec te parler, ne regarde aucun mec. Tes yeux ne devraient regarder que moi. J'espère que tu t'es habillée convenablement aujourd'hui. Lol. Et alors que t'es sûrement en train de te dire que la violence psychologique subie par la pauvre Elisa, elle a peut-être atteint la limite, Simon va passer un cran au-dessus. Il lui impose sa façon de parler, de s'exprimer en public. Petit à petit, sur son Facebook, il n'y a plus aucune photo de Lisa, seulement quelques apparitions avec Simon. Les proches de la jeune femme remarquent et ne comprennent pas. Ils lui disent que Simon et elle, ils ne vont pas du tout ensemble, qu'elle mérite mieux. Alors qui a déjà entendu cette phrase dans sa vie? Franchement, quand t'es dans ce genre de relation, c'est très dur d'en sortir. Mais je dirais quand même une chose, si t'as quelqu'un dans ton entourage pour qui c'est le cas, n'abandonne pas cette personne, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit ta copine, que ce soit... Le jour où j'ai mis fin à une relation dans laquelle j'étais et dont il fallait absolument que je sorte, j'ai eu en écho toutes les personnes dans ma vie qui me disaient « il est pas fait pour toi, il est pas fait pour toi, il te fait du mal ». Et c'est cet écho qui m'a donné la force de me sauver, littéralement. Je considère que l'amitié, c'est vraiment quelque chose de précieux, ou la famille, hein, parfois ça peut venir de la famille. Faut pas abandonner les personnes qui sont dans ces situations-là. Mais ce n'est que mon humble avis. On revient à Lisa, dont la famille et les amis seront surpris. Ils sont surpris du choix que fait Lisa. Simon, c'est pas son type d'homme habituellement. L'étape suivante, on la connaît. Simon va petit à petit isoler sa compagne, lui qui n'est jamais très loin, lui qui est très critique envers ses fréquentations, et il commence à décider qui Lisa a le droit de voir ou non. Et pour que ça passe comme une lettre à la poste, il lui fait croire que c'est pour son bien et que lui seul sait ce qui est bon pour elle. Toujours dans le but d'isoler Lisa, Simon l'oblige à démissionner de son travail. Cerise sur le gâteau, il lui fait arrêter ses activités, shooting photo, salle de sport, etc. Au fil du temps, il restreint son entourage, il l'éloigne de tous, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus personne d'autre que lui. Lisa se confie tout de même à sa mère, je rappelle qu'elles sont très proches. « Je me sens seule, je n'ai plus aucune vie ». Au vu du comportement jaloux et possessif de Simon, Joanne et Jason s'inquiètent. Joanne a des milliers de kilomètres de sa fille, elle remarque à travers les échanges téléphoniques que quelque chose ne va pas, elle ne retrouve plus chez sa fille sa personnalité confiante, sa spontanéité, sa joie de vivre. Derrière l'image que Simon veut donner d'un couple heureux et amoureux se cache une vie conjugale psychologiquement violente. Tout doit tourner autour de lui, alors Simon il peut avoir des réactions démesurées, il peut se mettre à pleurer même dans le but unique de faire culpabiliser Lisa jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Le retournement de situation qui te donne envie de t'arracher les cheveux. Lisa, elle devient prisonnière de cette relation avec Simon. La jeune femme est sous emprise, et il réussit à fragiliser la confiance qu'elle avait en elle, l'estime qu'elle avait d'elle-même. Elle est isolée, elle ne voit plus personne à part lui, et je rappelle qu'elle est quand même dans un pays où non seulement elle n'a aucun proche, mais en plus, à ce jour,
Elle n'a plus aucun ami, elle n'a plus de travail, elle n'a plus de loisirs, elle n'a plus aucune vie sociale. Elle est devenue financièrement, socialement, affectivement dépendante de Simon. En 2010, Simon autorise Lisa à se rendre au Canada pour la période des fêtes de fin d'année. Trop sympa. Par contre, attention, c'est juste pour quelques jours. La gentillesse de Simon la délimite. La mère et le frère de Lisa, ils remarquent tout de suite à quel point Lisa a changé. Physiquement, déjà, ça saute aux yeux. Elle est amaigrie, et elle qui est d'habitude très coquette, elle aime la mode, elle aime s'habiller, elle aime s'apprêter, se maquiller, et bah elle a un tout nouveau style. Elle porte des vêtements très larges, des couleurs unies, des vêtements plutôt fades, un style qui ne la flatte pas du tout, qui ne flatte pas du tout sa silhouette. Elle ne se maquille plus, elle ne se lâche plus les cheveux, et il n'y a pas que physiquement qu'on remarque un changement. La personnalité de Lisa n'est plus la même, elle est renfermée sur elle-même, elle ne parle pas beaucoup, elle est devenue anxieuse et même triste. Sa famille tente de la convaincre de rester auprès d'eux, de ne plus retourner en Australie, et malgré les supplications de sa famille, Lisa retourne à Sydney en leur disant « Je n'ai pas le choix, je suis obligée d'y retourner ». Petite avance rapide, au mois de juin 2011, pour la fête d'anniversaire, c'est les 30 ans de Lisa, grosse surprise, Simon lui fait une demande en mariage au restaurant devant leurs amis et leur famille. Enfin, devant ses amis à lui et sa famille à lui. À l'annonce des fiançailles, la famille de Lisa, tu t'en doutes, n'est pas réjouie de cette nouvelle, au contraire. Ils savent que Simon n'est pas un homme bien, et c'est tout ce qu'ils ne voulaient pas pour Lisa. Simon, contrarié que sa future belle-famille ne se réjouisse pas de cette excellente nouvelle, il va se venger, et de manière plutôt vicieuse. Il va effacer tous les messages du téléphone portable et aussi sur le compte Facebook de Lisa, messages qui lui avaient été envoyés pour lui souhaiter bon anniversaire. Le lendemain, Lisa, elle contacte ses proches au téléphone, ils lui jurent qu'ils ne l'ont pas oublié et ils ne comprennent pas pourquoi Lisa n'a pas reçu leur message. Les doutes de la jeune femme se portent bien sûr sur Simon. Qui, à part lui, aurait pu faire ça? Qui, à part lui, aurait pu effacer les messages? Il l'a déjà fait par le passé. Quelque temps avant le drame, Lisa écrira à sa mère « Je ne sais pas comment, mais il sait toujours où je suis. » Ça fait sûrement écho pour toi. Avec une autre affaire, je te mets le lien si tu n'as pas vu cette vidéo. Début juillet 2011, Lisa est isolée, hormis Simon, elle n'est autorisée à voir que sa coach sportive à domicile, Lisa Brown, et sa conseillère en nutrition, Michelle Richmond. Lisa va se confier à ces deux femmes, elle avoue être malheureuse, elle veut quitter Simon, il est émotionnellement abusif avec elle, et cette sorte d'appel au secours de Lisa ne tombera pas dans l'oreille d'une sourde. Ou plutôt de deux sourdes. Lisa Brown et Michelle vont aider la jeune femme à récupérer ses affaires. Mais Simon, qui a les yeux, les oreilles partout, il découvre le plan de Lisa. Alors il faut savoir qu'en plus d'un logiciel espion installé dans l'iPhone, il installe aussi secrètement des caméras à l'intérieur et à l'extérieur de leur appartement. L'homme entre dans une rage folle, il interdit à Lisa de revoir sa coach sportive et sa nutritionniste. Il va même leur envoyer des messages en se faisant passer pour Lisa. « Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. » Alors bien sûr, Lisa Brown et Michelle, elles ne sont pas dupes, elles savent bien que ces messages ils viennent de Simon. C'est le 29 juillet que Lisa décide de partir. Il en a fallu du temps et du courage pour qu'elle se décide enfin, qu'elle en ait enfin la force. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est comment Simon arrive à savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, presque au moment où ça se passe. Après quelques recherches, elle constate qu'un logiciel espion est installé sur son téléphone portable, sur son ordinateur portable aussi. Choquée, la jeune femme change tous ses mots de passe. Bien sûr, Simon découvre très vite que Lisa a modifié ses mots de passe et lui demande des explications. C'est lui qui lui demande des explications. Lisa répond qu'elle n'a plus confiance en lui, qu'elle veut retourner vivre au Canada. Bien sûr, Simon est contre, il s'y oppose. Et pour Lisa, c'est le début d'une soirée pleine d'angoisse. Elle sait que Simon ne la laissera pas partir aussi facilement. Tard ce soir-là, la jeune femme s'enferme
dans la salle de bain et elle envoie ce message à sa mère. « Maman, je veux que tu saches que je t'aime, toi et Jason, de tout mon cœur. » Joanne s'inquiète immédiatement, elle appelle sa fille. Lisa décroche, elle chuchote. Simon est derrière la porte. Et sa mère lui demande ce qui ne va pas. Lisa répond qu'elle est sur le point de le quitter. Elle est en train de réunir ses affaires. Sa mère lui conseille de ne surtout pas perdre de temps. Elle lui dit « Prends juste ton sac à main, ton passeport et quitte cet appartement au plus vite. » C'est la dernière fois que mère et fille se parleront. La journée fatidique du 30 juillet 2011 débute. Lisa a passé la nuit angoissée. Elle veut s'en aller. Elle rassemble tout son courage pour quitter l'appartement malgré la peur qui la paralyse. Et ce qui suit, on le sait, grâce à la caméra secrète de Simon située dans l'appartement. La caméra filme la scène, Lisa sort de l'appartement munie de son sac à main. Elle veut partir, mais Simon la retient contre sa volonté. Elle est terrifiée, Simon, déterminé, cruel, il l'empoigne violemment, il la traîne de force à l'intérieur de l'appartement. Il met ses mains sur la bouche de Lisa pour étouffer ses cris, pour que les voisins ne l'entendent pas. Seulement 69 secondes après que la porte de l'appartement se soit refermée, Lisa tombe du balcon. L'appartement, je le rappelle, est situé au 15e étage de leur immeuble. Il est 9h55 ce 30 juillet 2011. Le corps de Lisa heurte le trottoir, une chute si violente qu'elle ne lui laisse aucune chance de survie. Un des passants qui est à proximité, le docteur Angus Gray, sort de sa voiture à toute vitesse pour porter secours à la jeune femme. Il vérifie ses signes vitaux, il remarque qu'elle ne pèse pas plus de 50 kilos. Elle a au moins une jambe cassée, des côtes cassées, le dos cassé. Il constate qu'elle ne respire pas, elle n'a plus de pouls. Les secours sont alertés et arrivent rapidement sur place. Malgré la réactivité du docteur Angus et l'arrivée des services d'urgence aux alentours de 10h, Lisa est déclarée morte sur le trottoir de son immeuble. Pendant ce temps-là, on voit sur les images enregistrées par l'ascenseur de l'immeuble un Simon affolé, en pyjama, il est agité, il lève les mains au ciel, il se tient la tête. Simon se précipite, il sort dans la rue, il voit Lisa entourée de plusieurs personnes qui ont été témoins de cette chute mortelle. Et selon certains de ces témoins présents, Simon aurait crié « Reviens bébé, reviens ». Mais, toujours d'après eux, son ton était étrangement forcé et calme. Je cite, forcé et calme, c'est ce qu'ont dit les témoins. La police, qui est aussi sur place, va bien sûr interroger Simon. Il leur donne sa version des faits. Dans l'appartement, ce matin-là, il déclare que Lisa avait quelque chose à lui révéler. Lisa avait un secret qu'elle ne voulait pas me dire, dit-il. Une dispute aurait éclaté, et pour éviter que la situation ne s'envenime, pour calmer les choses, Simon dit s'être rendu dans la cuisine pour préparer un thé à Lisa. À ce moment-là, il la voit se diriger vers la chambre où se trouve le balcon. Il décide de la suivre parce que ces derniers temps, Lisa est dépressive et instable, dit-il. Il est très inquiet pour elle. Pour appuyer ses propos, Simon raconte qu'à plusieurs reprises, Lisa a déjà ouvert la porte de la voiture alors que celle-ci était en marche. Elle tentait de sauter apparemment. Donc il dit « Je faisais du thé, je la vois aller dans la chambre, inquiet, je la suis, et puis elle est devenue incontrôlable et hystérique. Elle est sortie sur le balcon, elle a grimpé par-dessus la balustrade et elle a sauté dans le vide. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai essayé de l'attraper, mais il était trop tard, elle avait sauté. Fin de citation. À la question des officiers, pourquoi votre compagne aurait voulu mettre fin à ses... Et il répond, elle souffrait de dépression, c'est ce qui l'a poussée à se dévivanter. Auprès des policiers, Simon se fait passer pour le fiancé éploré qui vient de perdre la femme qu'il aime, la femme de sa vie, celle qu'il allait épouser. Il coopère totalement avec les forces de l'ordre, et très vite, on constate que monsieur a réponse à tout. Sa version des faits semble plausible, certes. Selon les premières constatations, il pourrait s'agir d'une dévivantation. De l'autre côté du globe, au Canada, à l'annonce de la mort de Lisa, sa famille est complètement dévastée, mais aussi en colère. La première chose que dira Joanne, sa mère,
c'est lui qui l'a tué. Pour elle, il est impossible que sa fille se soit jetée par le balcon, le seul et unique responsable, c'est Simon. L'enquête démarre, le détective David Weeks de la police de Sydney ainsi que son équipe sont chargés d'enquêter sur la mort de Lisa. L'enquête va tenter de déterminer ce qu'il s'est passé à l'intérieur de l'appartement, est-ce que c'est une dévivantation, un accident ou un acte criminel. Malheureusement pour Simon et heureusement pour notre affaire, un témoin qui s'appelle Joshua Ratmel, rédacteur pour ABC, va se manifester. Et ce matin-là, il fait beau, Josh se rend à pied au travail, il traverse Hyde Park, tout proche de l'immeuble résidentiel où habite le couple. C'est à ce moment-là qu'il entend les cris d'un homme et ces cris vont bien sûr attirer son attention. Il lève les yeux en direction de l'immeuble d'où proviennent les hurlements. Il voit un homme torse nu, agité, on aurait dit un junkie, dira Joshua. Il voit donc ce junkie se pencher au-dessus du balcon pour jeter du 15e étage dans le vide ce qui lui semble être un sac poubelle noir ou un bagage noir. Il n'en est pas sûr, il est quand même 15 étages en dessous. D'autres témoins qui sont assis à l'intérieur d'un café, le Canopy, qui est en face de Hyde Park, eux aussi vont être interrogés par la police. Et eux, c'est pas un sac noir qu'ils ont vu tomber au sol, mais un corps. Quand Joshua s'approche, il réalise que ce qu'il a pris pour un sac, c'est en fait le corps d'une femme vêtue de noir. Grâce à ces témoins, c'est le début d'une enquête de plus de 2 ans, où bon nombre des affirmations de Simon vont s'écrouler une par une. Après les témoins directs du drame, ce sont les voisins que les enquêteurs vont interroger. Et voici ce qu'ils découvrent. La voisine de palier du couple rapporte avoir entendu frapper frénétiquement à sa porte le matin du drame. Elle est seule, elle estime qu'il n'est pas prudent d'ouvrir. Quelques instants plus tard, elle entend les cris d'une femme hurlant « À l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, mon Dieu !» C'est pendant sa tentative de fuite que Lisa frappe à la porte de cette voisine avant que Simon ne la fasse entrer de force dans leur appartement. D'autres voisins déclarent avoir entendu les cris de détresse d'une femme et des hurlements de rage d'un homme, et tristement, aucun de ces voisins n'interviendra. Encore une fois, on a un écho avec l'affaire Tatiana Spitzner. Les investigations continuent, l'équipe scientifique retrouve le sac à main de Lisa près de son corps sur le trottoir, ce qui signifie que Lisa est tombée du balcon avec son sac à main sur elle. C'est quand même étrange. Encore plus étrange, les preuves médico-légales. Elles indiquent qu'aucune des empreintes digitales de Lisa n'est retrouvée sur la vitre du balcon. Par contre, la police scientifique retrouve les empreintes de Simon sur la vitre du balcon. Un des enquêteurs déclare « Comment aurait-elle pu escalader le balcon sans laisser aucune empreinte ? C'était comme si quelqu'un d'autre l'avait jeté. » Autre découverte surprenante, les enquêteurs trouvent dans la poche du jean de Lisa, celui qu'elle portait lors de sa chute, une note déchirée écrite par elle-même. Une fois reconstituée, on peut lire sur cette note « Il y a des caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. » Alors cette phrase, comment te dire que j'en ai eu des frissons. C'était à croire qu'elle savait qu'elle allait mourir en fait. C'est trop étrange. L'étape suivante, on la connaît, bien sûr, les enquêteurs s'intéressent de manière plus attentive à la vie du couple. Pendant la perquisition de l'appartement, la police récupère l'ordinateur portable de Simon. Ils y découvrent un programme de vidéosurveillance installé sur cet ordinateur, programme qui donne accès aux images des caméras installées à l'intérieur et à l'extérieur de l'appartement. Et étrangement, le disque dur qui sauvegarde toutes ces images des caméras, il a mystérieusement disparu. Seules les images à l'extérieur de l'appartement sont récupérées par la police, et des images précieuses pour l'enquête. Alors que Simon a installé cette fameuse caméra pour surveiller les allées et venues de Lisa, cette fois c'est lui que les images vont trahir. Lors du visionnage, les enquêteurs constatent l'agression, Simon qui agrippe violemment Lisa pour la faire entrer dans l'appartement, il essaie de la faire taire. Une fois à l'intérieur, que s'est-il passé ? 69 secondes, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où Lisa est traînée de force dans l'appartement et le moment où elle tombe du balcon. Un laps de temps court, mais qui aurait pu permettre à Simon de maîtriser Lisa, la soulever et la jeter par-dessus le balcon, d'après le détective David Weeks. Plus l'enquête avance, plus la relation toxique entre Simon et Lisa est mise en évidence.
Les enquêteurs dressent le portrait d'un homme manipulateur, un homme jaloux. Il contrôle Lisa, il dicte chaque moment de sa vie, de l'endroit où elle va, de qui elle fréquente, à ce qu'elle porte comme vêtements et sa façon de parler. D'ailleurs, j'ai trouvé même étonnant qu'il la laisse avoir une coach sportive et une nutritionniste. Après, c'était peut-être pour s'assurer qu'elle ne prenne pas de poids, qu'elle reste mince. Mais ce n'est que mon avis. Les enquêteurs découvrent également les logiciels espions installés sur l'ordinateur et le téléphone de Lisa. Plusieurs messages que Lisa a envoyés à ses proches vont refaire surface, dont celui-ci. Ma famille et mes amis me manquent tellement, je n'ai aucune vie. Un enregistrement secret réalisé par Lisa sur son téléphone qui date du 10 juin 2011 va aussi être découvert. On peut entendre une conversation entre Lisa et Simon. Dans cet enregistrement, Lisa se plaint d'être seule, de n'avoir personne à ses côtés et de ne rien pouvoir faire de sa vie sans la permission de Simon. Pour réponse, Simon lui dit qu'elle est à lui, et quand Lisa se met à pleurer, on entend toute la vulnérabilité dans sa voix, sa tristesse, son désespoir. Simon se met à rire et il lui dit « T'es trop mignonne, je t'aime ». Il est déterminé par l'enquête que Lisa essayait de quitter Simon au moment de sa mort. Pendant des semaines, elle avait rangé des sacs de vêtements avec Lisa Brown, la coach sportive, et Michelle, la nutritionniste. La jeune femme a informé sa mère de sa volonté de quitter Simon et de prendre un vol retour pour le Canada. Les conclusions du rapport de police constatent qu'il s'agit d'une femme piégée qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'échapper de la domination et du contrôle de M. Guitani. La police conclut donc qu'il ne s'agit pas d'une dévivantation volontaire, mais d'un homicide. La police arrête et place en détention provisoire Simon pour le meurtre de Lisa, et lors d'une première audience, il a le culot de plaider non coupable. Il obtient une libération sous caution dans l'attente de son jugement, et environ 2 ans plus tard, 2 ans après le drame, Simon prépare sa défense. Il poste une vidéo sur YouTube dans le but de montrer au monde à quel point Lisa et lui s'aimaient. La vidéo, certes un peu floue, de l'iPhone, enregistre le 30e et dernier anniversaire de Lisa, anniversaire pendant lequel Simon prononce un discours qui se termine par une demande en mariage, la fameuse demande en mariage surprise. J'avais perdu ma foi en les femmes, en partie parce que je ne pouvais pas trouver une femme qui allait me servir. Alors si cette phrase n'est pas révélatrice du type d'homme qui se cache derrière cette façade du mec bien sapé, Joanne, la mère de Lisa, donnera une interview pour une émission télé australienne et dans cette interview, elle déclare que Lisa a subi un lavage de cerveau complet. Simon l'a aliénée du monde extérieur lentement, il lui faisait sentir que c'était à lui qu'elle appartenait et qu'il était un homme bien pour elle. C'est presque comme un cas d'école. 1 minute, ce sont des « je t'aime, tu es belle » et puis la violence. Fin de citation. Le 23 octobre 2013, à la Cour suprême en Nouvelle-Galles du Sud, démarre le procès tant attendu, procès qui durera 4 semaines et qui se tiendra devant la juge Lucy McCallum. Plus de 2 ans après les faits, Simon est jugé pour le meurtre de sa fiancée. Il plaide non coupable, sa version des faits reste inchangée. Le procès est très médiatisé. L'affaire fait grand bruit auprès des médias, d'une part par la nature tragique du crime. Il s'agit d'un nouveau cas de féminicide qui relance le débat sur les violences domestiques, et d'autre part par les protagonistes eux-mêmes. Ils sont beaux, ils sont blancs, ils sont riches, ils habitent dans une résidence luxueuse, et là, plot twist de malade. Simon, âgé de 42 ans au moment du procès, se présente aux audiences, accompagné de sa nouvelle et jeune petite amie Rachel Louise, 25 ans. Elle rencontre Simon alors qu'elle n'a que 19 ans. Ils ont un ami en commun, donc ils deviennent amis à leur tour. Alors ils se seraient rencontrés avant l'arrivée de Lisa dans la vie de Simon. Après la tragédie, alors que Simon est inculpé pour meurtre, ils se mettent en couple. Alors comment ils font? C'est une bonne question. Entre 2 gardes à vue... Alors c'est vrai qu'il a été libéré sous caution. Mais bon, je trouve ça quand même étrange. Et d'après certaines sources, bon un peu obscures certes, mais d'après certaines sources, c'était peut-être un à côté, cette fille. Rachel soutient Simon, elle est présente pendant tout le procès, elle est convaincue de son innocence,
Elles manifestent avec quelques partisans devant le tribunal, ils se munissent de pancartes pour clamer l'innocence de Simon. Rachel va également donner des interviews dans lesquelles elle déclare que les médias essaient de faire passer Simon pour un prédateur. Il y a un véritable attroupement de journalistes, photographes, caméras à chacune des apparitions de la jeune femme. Et une chose ne va pas passer inaperçue, c'est la ressemblance physique entre Lisa et Rachel. Des belles femmes, jeunes, grandes, minces, brunes. Rachel est modèle, elle aussi, tout comme l'a été Lisa, fidèle à lui-même, le Simon. Mais il l'a payé cette meuf ou quoi ? Serait-ce sa stratégie de défense ? Alors, il s'avère qu'en réalité, c'est tout le contraire. C'est Rachel qui va donner de l'argent à Simon pour payer ses frais d'avocat. Elle lui donne 85 000 $ qui viennent de ses propres économies à elle. Elle emprunte également 35 000 $ à ses amis. Et elle va même demander de l'argent à sa mère. « Maman, t'as pas 50 000 balles, s'il te plaît, c'est pour mon mec qui est accusé de meurtre. » Le soutien indéfectible que porte Rachel à Simon lui vaut, bien sûr, des attaques. Nombreux lui reprochent de rester aux côtés d'un meurtrier. Sur les réseaux sociaux, bon, comme tu le sais sûrement, hein, les gens ne mâchent pas leurs mots. On peut lire, par exemple, « Non seulement je crois Simon Guitani coupable, mais je crois aussi que Rachel Louise est une jeune personne stupide et dégoûtante. Elle est avide de célébrité. » Bon, je pense que la personne n'a pas tort. Les journalistes iront également de leurs petits commentaires, hein, ils vont pas se gêner. Et pour ça, Rachel va poursuivre pour diffamation, notamment le délit Télégraphe. Alors il y a 3 articles qui sont parus et qui l'auraient présenté comme une prostituée, une stripteaseuse et une bimbo. Femme aux mœurs légères aussi, hein, c'est une des expressions qui ont été utilisées pour la décrire. C'est quand même étonnant de la part du délit Télégraphe de parler comme ça d'une personne. Du coup, la jeune femme obtient dédommagement, la modique somme de 180 000 $. C'est un petit peu un retour sur investissement. Rachel n'est pas la seule à croire en l'innocence de Simon. La famille de monsieur le soutient, ils vont dépenser environ 200 000 $, et la situation financière favorable de Simon va permettre à ses avocats d'obtenir un procès devant un juge et non un jury. C'est une disposition de la loi australienne qui permet à la fois à l'accusation et à la défense la possibilité qu'une affaire soit entendue par un seul juge. Le procès devant un jury, c'est beaucoup plus long et ça coûte beaucoup plus cher. Simon se présente libre au tribunal, liberté sous caution, on se rappelle, et ça va pas plaire. Le procureur Marc Tedeschi, il demande à la juge à 3 reprises la révocation de la liberté sous caution de Simon. La juge finira par accepter cette requête 1 semaine avant la fin du procès. Le procès débute donc, l'accusation comme la défense ils doivent tous les deux répondre à la question. Que s'est-il passé durant ces fameuses 69 secondes ? Simon est entendu, il passe à la barre. Quand je suis sortie sur le balcon, Cécilia était déjà par-dessus la balustrade. J'ai crié son nom, j'ai immédiatement tendu la main vers elle avec les 2 bras. Elle m'a regardée, je me suis penchée aussi loin que possible pour essayer de saisir ses jambes ou n'importe quelle partie d'elle. Je ne pouvais pas l'atteindre, elle était trop loin. Puis Cécilia a commencé à tomber en chute libre, j'ai crié son nom, j'ai gardé les yeux sur elle tout le temps jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir auparavant, et encore moins quelqu'un dont je suis si proche. Alors oui, Simon, il appelait Lisa par son 2e prénom, Cécilia. Cette version sera totalement réfutée par l'accusation menée par le procureur, donc Marc Tedeschi. Il se base sur les dires de Joshua, témoin des événements, témoignage qui sera certes contesté par la défense, l'avocat de Simon, qui s'appelle Philippe Strickland. Il affirme que les souvenirs du jeune homme sont influencés par ce qu'il a su après du drame. Il qualifie son souvenir de souvenir inventé. Un autre témoin vient appuyer le témoignage de Joshua, Yuto Yoshioka, un étudiant japonais de 17 ans. Alors qu'il est assis à un arrêt de bus en face du complexe d'appartements, il entend un homme crier, puis il voit un corps tomber. Je me souviens que j'ai vu un corps descendre, puis tomber au sol. J'ai vu un homme se pencher en avant, debout, au-dessus d'un balcon. La défense contre-attaque. Ils expliquent qu'il aurait été impossible pour Simon, qui mesure 1,70 m, de porter Lisa, qui pèse 50 kg, au-dessus de la balustrade. La balustrade, elle fait 1,20 m.
Le frère de Simon, Anthony, il va rejouer la scène pour montrer la difficulté d'une telle manipulation, exercice destiné à mettre en doute la théorie de l'accusation. Alors déjà, comment ça se fait que c'est le frère qui fait une sorte de reconstitution? Il veut défendre son frère, on le sait, hein, la famille de Simon, ils le soutiennent. Bien sûr, il va faire bluff, j'arrive pas à soulever 50 kilos au-dessus de 1m20. Moi, je les soulève 50 kilos au-dessus de 1m20. Pour le procureur, c'est tout à fait possible. Et d'après l'ensemble des éléments, voilà ce qui s'est passé. Une fois traîné dans l'appartement, Simon fait perdre connaissance à Lisa, probablement en lui serrant le cou suffisamment pour qu'elle s'évanouisse. Aidé de l'adrénaline de sa rage folle, il soulève Lisa pour la faire basculer du balcon. Le procureur appuie ses affirmations en se basant sur les preuves et les témoignages, et il déclare « Comment Madame Arnoum aurait-elle surmonté cette balustrade sans y laisser ses empreintes digitales et avec un sac à main ?» La juge ne peut qu'être d'accord. Madame Arnoum n'aurait pas pu se comporter comme Monsieur Guitani l'a dit, dira-t-elle, grimper sur le balcon sans laisser d'empreinte digitale, tout ça avec son sac à main. Elle a très certainement été rendue inconsciente avant de plonger vers la mort. Le procès va s'intéresser à la personnalité de Lisa. La défense de Simon s'acharnera à prouver qu'elle était fragile émotionnellement, hein, tout pour sauver leur client. Ils font appel à un biochimiste et psychiatre spécialisé dans les TCA, les troubles du comportement alimentaire, et ce spécialiste déclare que les personnes atteintes d'un trouble de l'alimentation ont un risque accru de comportement impulsif. L'avocat de Simon soutient que Lisa, elle s'est dévivantée, mais le procureur rétorque que des signes indiquaient que la santé de Lisa, elle s'améliorait au moment de sa mort. On constate une petite prise de poids récente. Ce procès, pour Joanne, la mère de Lisa, c'est un véritable cauchemar. Non seulement elle entend plus d'une fois les détails de ce meurtre, mais en plus, elle assiste à cette tentative désespérée de la défense de faire passer sa fille pour une dépressive. Elle dira à la cour « Lisa voulait partir. Simon n'avait qu'une chose à faire, la laisser partir. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Elle voulait rentrer à la maison auprès de sa famille. » Après Lisa, on se penche sur la personnalité de Simon. Bien sûr, alors monsieur a des antécédents judiciaires. Son casier révèle que c'est un homme violent, ça, personne n'a détonné. À 18 ans, après que son ex-petite amie le quitte, il la harcèle pendant plusieurs mois. Il la suit jusqu'à son lieu de travail, c'est le début d'une carrière de manipulateur tortionnaire. Le patron de cet ex-petite amie harcelé, il va se montrer présent pour la défendre, pour la protéger, pour l'aider. Simon, il n'en reste pas là, il revient frapper le pauvre homme avec plusieurs de ses amis. Plusieurs contre un. Ça, c'est des bonhommes. À l'époque, le tribunal placera Simon sous une obligation de bonne conduite et une injonction d'éloignement. On continue le chef-d'œuvre prémonitoire qui est le casier judiciaire de Simon. Cette fois, il est âgé de 22 ans. Il est arrêté pour le vol de plusieurs objets, dont un magnétoscope et un autoradio. Quand les flics toc-toc viennent frapper chez sa mère où il réside pour procéder à son arrestation, Simon refuse de se rendre. Non mais en fait, t'as pas le choix. S'ensuit un affrontement avec la police, normal, affrontement durant lequel Simon va blesser un officier et aussi partiellement couper l'oreille de l'agent Keith Bristow, avec ses dents. À quel moment tu croques l'oreille d'un flic, en fait? Pour ces faits, Simon sera condamné à 30 mois d'emprisonnement pour l'agression et pour le vol des objets dont le montant est estimé à peu près 10 000 $, 30 mois en 11 pour un croquage d'oreille et un vol. Je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Quelques années plus tard, le jeune homme comparaît à nouveau devant le tribunal, cette fois pour des accusations de vente de drogue. Ça lui vaudra d'être condamné à 2 années derrière les barreaux, mais pour bonne conduite, il est libéré avant la fin de sa peine. À l'écoute de ce casier judiciaire, qui est plutôt lourd et significatif, la juge Lucy McCallum déclare « Ces infractions écœurantes ont une résonance troublante avec le meurtre de la victime ». Pour terminer, le procès va évidemment s'intéresser à la relation entre Lisa et Simon. Alors d'abord Lisa, ensuite Simon, et ensuite la relation entre deux. L'avocat de la défense fait savoir que, bien que parfois dysfonctionnelle, la relation était affectueuse et aimante.
Des cartes de vœux que Lisa a précédemment envoyées à Simon sont présentées comme preuve de cet amour incroyable. Dans l'une d'elles, Lisa écrit « Comme le lion, veille sur ses petits, prend soin d'eux, les protège des dangers, les aime inconditionnellement et leur enseigne force et courage, les relève quand ils tombent. Tu es mon lion, Simon, mon rocher, tu es tout. » La juge affirme qu'il n'y avait aucun doute que le couple s'aimait, mais il est clairement prouvé que Lisa était soumise à des abus et à une surveillance intrusive et autoritaire. Le détective David Weeks, chargé de l'affaire, déclare à la barre « Les dispositifs de surveillance sont une méthode de contrôle que la police voit fréquemment dans les affaires de violence domestique. Ça a permis à M. Gitani de découvrir facilement les plans de fuite de sa fiancée, ainsi que pratiquement tous les autres aspects de sa vie. » Fin de citation. Le procès met donc en évidence le fait que la relation entre Lisa et Simon atteint le point de non-retour au mois de juillet. La juge déclare que le jour où Simon a découvert que Lisa avait fait ses valises, il a réagi avec rage, il a perdu tout contrôle. Le matin de sa mort, Lisa, elle était dans un état de peur et de désespoir absolu. Le procès touche à sa fin et l'étau se resserre pour Simon. La juge ne croit pas à sa version des faits. Bon, en même temps, il faut dire que c'est très facile de ne pas le croire. Ce que je me demande surtout, c'est comment Rachel, la nouvelle chérie, comment elle a pu croire Simon au vu de toutes ces preuves qui sont si accablantes. À plusieurs reprises dans son témoignage, l'accusé m'a semblé être une personne jouant un rôle, racontant une histoire, dira la juge. En guise de déclaration finale, le procureur dira entre autres que l'accusé a menti en minimisant l'étendue de son contrôle. Madame Arnoum avait toutes les raisons de quitter l'accusé. Bien qu'elle ait fait précédemment des préparatifs pour le quitter, cette fois était différente parce qu'elle avait un soutien extérieur et qu'elle avait essayé de réserver un vol pour le Canada la nuit précédant sa mort. Avant de rendre son verdict, la Cour suprême annonce que M. Gitani a de très mauvaises perspectives de réhabilitation, refus obstiné d'accepter sa responsabilité. En novembre 2013, la juge Lucy McCallum déclare Simon coupable du meurtre de Lisa Cecilia Arnoum. Elle le condamne à 26 ans de prison avec un minimum de sûreté de 18 ans. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que M. Gitani a jeté Madame Arnoum par-dessus le balcon. Bien que j'accepte que l'intention de tuer ait été formée soudainement et dans un état de rage et de perte de contrôle, elle a été facilitée par un sentiment d'appartenance et d'abus intense. Pendant que la juge lit ses conclusions dans une salle d'audience bondée, on peut voir des petits rubans blancs que portent les proches de Lisa, mais aussi les policiers chargés de l'enquête et aussi des personnes qui sont venues manifester leur soutien. Ces rubans symbolisent la lutte contre les violences faites aux femmes. La veille du verdict en Australie, c'est la journée du ruban blanc, White Ribbon Day, la journée internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et alors pour information, le mouvement des rubans blancs, il a été créé par des hommes au Canada, après la tristement célèbre fusillade à l'école polytechnique. C'est une des pires tueries de masse de l'histoire du pays, de l'histoire du Canada. On a peut-être déjà entendu parler, je l'ai mentionné, il me semble, une fois lors d'une des vidéos que j'ai faites sur une autre fusillade. Je ferai peut-être une vidéo complète sur cette affaire, dis-moi si ça t'intéresse. À l'issue du procès, Rachel est en larmes, et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si en réalité elle n'exprimait pas son regret d'avoir investi autant d'argent pour la défense de Simon. Peut-être qu'elle pleurait sinon le fait de se dire « Waouh, en vrai, je l'ai échappé belle ». Peut-être un mix de ces deux sentiments, qui sait. There's no winners in this case. Two families have had their lives dramatically changed forever. We will always mourn the loss of our beautiful Lisa Cecilia and are working towards making her legacy a powerful wake-up call to young women and to parents, siblings, and friends of these young women to be aware of the warning signs of a controlling relationship and take a proactive approach to assisting them. À la sortie du tribunal, la mère de Lisa, elle dira qu'il n'y a pas de gagnant dans cette affaire. Deux familles ont vu leur vie radicalement changer pour toujours. Nous pleurons la perte de notre belle Lisa Cecilia et nous travaillons à faire de son héritage un puissant signal d'alarme pour les jeunes femmes, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, pour qu'ils soient conscients des signes avant-coureurs d'une relation de contrôle et qu'ils puissent adopter une approche proactive
pour les aider. Simon fait appel de la décision rendue par la justice. Il faudra attendre 2011 pour que sa demande soit rejetée. Le motif, aucun changement d'histoire n'a été démontré. Aucun motif ne justifie un appel. La décision unanime de la Cour d'appel de Nouvelle-Galles du Sud confirme que la peine minimale de 18 ans de prison est maintenue. Simon est actuellement au centre correctionnel de Lithgow. Il trouve du travail en prison, on s'occupe comme on peut. 18 ans, c'est long. Il est agent d'entretien, il s'occupe du nettoyage des sols et des toilettes, et aussi du vidage des poubelles. En 2013, en plein procès, Rachel donne une interview exclusive pour l'émission Sunday Night sur Channel 7. Interview pour laquelle elle aurait été payée la somme de 120 000 $. En vérité, je crois que c'est elle le mastermind de toute cette... Enfin, peut-être pas le mastermind, mais c'est la plus intelligente. C'est la plus intelligente des deux. Je pense que c'est elle qui s'est servie de Simon pour Money. Lors de cette interview, Rachel dit soutenir son homme jusqu'à ce que justice l'emporte. Justice l'a emporté. C'est pas lui qui l'a emporté. La grande question qu'on se pose tous, en ce moment même, je pense, est-ce que Rachel et Simon sont toujours ensemble? La réponse, après une petite page de pub. Non, je déconne. Rachel et Simon vont tenir jusqu'en 2015, donc c'est-à-dire pas très longtemps. Rachel, elle en a marre, elle est jeune, elle est belle, qu'est-ce qu'elle va rester avec un mec en prison? Date night, comme on fait pour aller au cinéma, cuisiner des lasagnes, un petit documentaire true crime sur Netflix, c'est pas possible. La jeune femme le quitte, mais elle affirme qu'ils sont restés en bons termes, ils sont amis. Elle lui rend visite tous les week-ends quasiment. Enfin, ça c'est ce qu'elle a dit à l'époque, on est quand même aujourd'hui en 2023. Je doute qu'à ce jour, elle passe ses week-ends en prison pour rendre visite à un ami, un ex. Tout comme ce fut le cas plus récemment avec l'affaire Anna Clark, tragédie qui a eu lieu aussi en Australie. En mémoire de Lisa, la fondation Lisa Arnum sera créée par Eileen Mountyfield. C'est une association qui soutient les femmes victimes de violences domestiques et familiales, et elle a pour but de faire de la prévention afin d'empêcher que de telles tragédies n'arrivent à d'autres. Le centre d'accueil et d'hébergement offre un refuge et un accompagnement aux femmes qui tentent d'échapper à la violence. Leur slogan résume parfaitement leur plan d'action. Nous croyons que tout le monde a le droit de vivre à l'abri de la violence et de la peur. Nos services de soutien sont conçus pour aider les personnes et les familles touchées par la violence domestique et familiale pour bâtir un avenir plus sûr et prometteur. Joanne et Jason, donc la mère et le frère de Lisa, feront le déplacement pour assister à l'inauguration de la fondation. Les mots de la fin seront pour Joanne les mots douloureux d'une mère. La perte de Lisa pour notre famille est dévastatrice. La douleur est sans fin. Que ce soit directement ou indirectement, chacun d'entre nous sera affecté par une forme de violence physique ou mentale au cours de sa vie. Pourtant, nous avons tendance à croire que ça ira mieux, à l'ignorer ou nous détourner au lieu de l'affronter. Affronter, c'est le seul moyen pour que la violence diminue, car en vérité, elle ne sera jamais éradiquée. Il faut que chacun d'entre nous prenne position et dise « stop, trop, c'est trop, arrêtez la violence et faites la différence ». Alors du coup, dans cet esprit de partage et de dire stop à la violence, je t'invite à le faire si ça peut t'aider. Le partage, je le disais un peu plus tôt, c'est vraiment quelque chose de très important, même si ça se fait de façon anonyme, que tu en parles sur des forums, des groupes Discord, des commentaires. De vidéos YouTube, si tu veux rester anonyme, c'est pas un souci. Bien sûr, il y a des numéros dédiés, il y a des organisations, il y a des professionnels, des thérapeutes, des psychiatres, etc. Je le disais plutôt, personnellement, ce qui m'a aidé à me sortir de cette relation toxique, toxique, c'est le dire gentiment, mais c'est le fait d'en parler. Enfin, c'est pas ça qui m'a aidé, mais le fait d'en parler, ça contribue à aider à te rendre compte que tu es dans une situation qui est pas normale. Si t'en parles pas, c'est facile de s'oublier dans ce truc-là, en fait. Le fait de pas en parler, c'est-à-dire que tu passes volontairement sous silence certains aspects de ta vie de couple, à ta famille, à tes amis, si tu as une meilleure amie, un meilleur ami à qui tu racontes tout, mais tu passes certaines choses sous silence, c'est pas normal. Les choses que tu passes sous silence, tu le fais parce que tu sais qu'elles ne sont pas normales.
Si elles étaient normales, tu ne les tairais pas, tu les dirais, tu les partagerais. Donc le partage, c'est vraiment quelque chose d'important et de vital. On a tous, je pense, ou presque, une personne dans notre entourage qui serait capable de nous dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu cours à la catastrophe, tu mérites mieux, si t'as besoin d'aide, je suis là pour t'aider. » Enfin voilà, il y a des personnes qui sont bienveillantes dans notre entourage et des fois il faut les laisser faire preuve de bienveillance à notre égard. Et je suis reconnaissante pour les amis que j'ai eus tout au long de ma vie. Ça m'a beaucoup aidée dans plein de situations différentes. L'amitié, c'est précieux. Sur cette belle note, c'est une belle note? Ouais, je pense que c'est une belle note. Sur cette belle note, on va se quitter. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être abonné à la chaîne. Merci aussi aux personnes qui sont membres. 200 000 abonnés, je réalise vraiment pas. C'est une belle aventure. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.